Bonjour à tous. On se retrouve donc pour le cours de SVT avec Monsieur Keskas pour cette semaine du 11 mai, la fameuse semaine du déconfinement. Donc on va quand même rester concentré sur les cours puisque on a toujours cours à distance et que donc c'est pour ça que je réalise cette capsule de cours pour que vous puissiez continuer à suivre le cours correctement. Surtout qu'on aborde un chapitre très important dont vous aurez besoin absolument au lycée. Donc le chapitre s'appelle génotype et phénotype, des termes un peu techniques mais qu'on va essayer d'expliquer durant ce cours. Alors tout d'abord, l'idée c'est de partir d'une problématique. Vous la voyez, donc nous ressemblons plus ou moins à nos parents, mais ce que nous cherchons à expliquer, c'est comment on va expliquer ces ressemblances et ces différences. Donc, on commencera par la première leçon qui s'intitule Caractère de l'individu et programme génétique. Tout ça, je vais l'expliquer. Et je vais prendre un exemple concret. Vous connaissez peut-être cette actrice. Vous la voyez avec sa fille. Donc, par rapport à la problématique que je viens de vous exposer, vous voyez bien qu'on ressemble à nos parents. Vous avez vraiment un bel exemple. Donc, sa fille ressemble énormément en termes de couleur de peau, des cheveux, des yeux. Mais il y a quand même des différences. Elle n'est pas une photocopie, c'est pas un clone de sa mère. Donc, nous, ce qu'on va chercher à expliquer dans cette leçon, c'est comment expliquer que nos enfants peuvent nous ressembler, ok, mais en même temps présenter des différences. Donc, ce sera la problématique globale. Donc, tout d'abord, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le phénotype. Alors, je vais prendre un exemple chez les animaux. Donc vous avez ici une famille de lapins, vous avez la maman, la femelle, et vous avez ses petits. Donc comme avec l'exemple tout à l'heure de l'humain, vous voyez dans sa descendance qu'ils se ressemblent, mais en même temps ils ont des différences, ne serait-ce qu'avec leur mère. Certains ont la même couleur du pelage que leur mère, alors que d'autres, vous avez vu, ont des pelages plus bruns, plus clairs. Donc ils ont des différences entre eux et des différences par rapport à leur mère. Donc le phénotype, au moins ce que je peux vous dire au niveau 3e, c'est l'ensemble des caractères observables sur un individu. Donc là, quand on parlera du phénotype de ces lapins, en fait, c'est par exemple la couleur de leur pelage. Ça pourrait être la couleur de leurs yeux, ça pourrait être leur taille, enfin, tout ce qu'on peut voir, tous les caractères observables sur un individu. Donc, on va essayer de comprendre l'origine du phénotype, donc l'origine de ces ressemblances, et de ces différences. Donc, voici la définition que vous pourrez noter sur le cahier. Voilà, donc je réajuste. Donc le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables sur un individu. Vous avez par exemple ici un poisson. Donc son phénotype, c'est, par exemple, c'est d'avoir une forme hydrodynamique avec des branchies à ce niveau-là que vous connaissez comme organe respiratoire, avoir des nageoires, avoir des écailles à la surface de la peau. Un autre exemple, un oiseau. Lui ici, son phénotype, c'est d'avoir un bec, des ailes, des plumes, etc. Ok. Là, pareil, le phénotype chez ces humains, ça va être la couleur de peau, leur taille, couleur des yeux, forme du nez, couleur des cheveux, etc. Tout ça, c'est le phénotype, donc tout ce qui est observable sur un individu et que nous pouvons décrire. Donc nous, on va essayer d'expliquer son origine. Alors, tout d'abord, on va distinguer deux choses dans ces caractères phénotypiques, dans les caractères observables sur un individu. Il y a ce qu'on appelle les caractères héréditaires dans un premier temps. On verra tout à l'heure les caractères non héréditaires. Donc les caractères héréditaires, voici la définition, vous connaissez. Donc ce sont les caractères qui se retrouvent dans les générations successives, c'est-à-dire, comme vous l'avez ici dans le schéma, les générations successives, par exemple, là vous avez les grands-parents, puis donc la génération 1, puis les parents génération 2, les enfants génération 3. Ok ? À l'intérieur de chaque génération, vous avez donc des individus, et en fait, les caractères héréditaires, c'est les caractères qui ont été transmis ainsi donc des parents aux enfants, donc de génération en génération. Un exemple, si je prends Guillaume, avec ses cheveux roux, qui s'est marié avec Sophie, qui a des cheveux bruns, on voit que Arthur
a la couleur de cheveux de son papa, de Guillaume. Donc il a aussi les cheveux roux. Ok? Donc par exemple là, on a bien un caractère héréditaire qui a été transmis et qui est dans son phénotype. Là, hein. La couleur des cheveux, on a dit que c'est un caractère observable, ça appartient au phénotype, mais ce caractère-là, il est bien héréditaire puisqu'il est transmis de génération en génération, de même que la couleur de la peau, etc. Donc déjà, vous avez la définition de ce que c'est qu'un caractère héréditaire. Ensuite, à l'intérieur des caractères héréditaires, on distingue deux sous-parties, ce qu'on appelle les caractères spécifiques. Spécifique, ça vient du mot espèce. C'est-à-dire tous les caractères qui vont définir notre espèce et vont nous distinguer des autres espèces animales. Ok? Ça, on vient de le voir avec les exemples oiseaux, poissons, humains. Mais de manière étonnante, je vais prendre cet exemple. Là, vous voyez, ce sont des bébés manchots hein, qui vivent au niveau du pôle. Et vous voyez, il y en a à perte de vue, mais en fait, ils ont tous des caractères spécifiques. C'est-à-dire qu'ils font que lorsque moi ou vous, ou nous les observons, on peut dire que ce sont des manchots. Vous voyez leur taille, leur forme, leur bec, leur plume, leur couleur du plumage, etc. Donc tout ça sont des caractères spécifiques qui font qu'on peut les mettre à l'intérieur d'une espèce. Mais en même temps, ils ont des variations individuelles. Et nous, on les voit peut-être pas à notre échelle, mais il se trouve que, par exemple, c'est écrit dans le texte, que leur cri, notamment, et leur odeur, eh bien, n'est pas la même d'un individu à l'autre. C'est ce qui fait que les parents, on voit les adultes là-bas qui sont blancs et noirs, les parents vont pouvoir reconnaître chacun leur petit. Donc, ça veut dire que chaque individu, humain ou animal, n'importe quelle espèce, chaque individu va présenter donc des caractères spécifiques qui lui sont propres à son espèce, comme ici, on voit des caractères de l'espèce humaine dans cette schématisation. On voit bien nos deux yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. On voit pas le reste du corps, mais on pourrait continuer comme ça, décrire la morphologie, la forme, donc, et déterminer les caractères de l'espèce. Ok? On a tous deux yeux, un nez, donc une bouche, des oreilles, on a tous des bras, des jambes, 5 doigts à la main, 5 orteils au niveau du pied, et ainsi de suite. Ok? Mais il y a aussi donc des variations individuelles, qu'on le retrouve très bien dans cet arbre généalogique, au travers de la couleur de la peau, au travers de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux, de la forme du visage, de la forme des oreilles. Ok? Par exemple, pour nous humains, avoir des oreilles, c'est un caractère spécifique. Tous les humains, tous les individus de l'espèce humaine ont des oreilles. Par contre, la forme des oreilles, ça c'est une variation individuelle, puisque entre nous, on n'a pas tous la même forme des oreilles. Vous comprenez? La même chose pour le nez. Le nez est un caractère spécifique. Tous les humains ont un nez. Par contre, la forme du nez diffère d'un individu à l'autre au sein de notre espèce. On parle bien donc de variation individuelle. Ok? Dernier exemple, on a tous des yeux, deux yeux chez les humains. Par contre, la couleur de nos yeux est une variation individuelle. Ok? Alors qu'avoir des yeux est un caractère spécifique. Donc, que ce soit les caractères spécifiques ou bien les variations individuelles, ce sont tous des caractères héréditaires qui sont transmis donc de génération en génération. Ensuite, eh bien, il se trouve qu'il existe aussi des caractères non héréditaires dans notre phénotype. Les caractères non héréditaires, ce sont ceux qui ne se transmettent pas de génération en génération et qui ne s'expliquent pas par ce que nos parents ont pu nous transmettre. Par exemple, cette femme, vous voyez, à gauche, c'était avant une séance d'UV, avant une séance de bronzage. À droite, okay, après la séance d'UV. Donc on voit bien que sa peau a bronzé à droite. Et donc vous voyez que cette couleur de peau due au soleil ou aux UV, ce n'est pas un caractère héréditaire, puisque sa couleur originelle de peau est plutôt une peau blanche claire, alors que là, sa couleur mate est due à l'environnement, est due à l'exposition au soleil. Donc ça, c'est pas du tout un caractère héréditaire. C'est dû à l'environnement. Un autre caractère, le poids. Cet enfant, ça c'était avant et au bout après. Ok? Donc vous voyez que son poids ici qui a évolué n'est pas un caractère héréditaire. C'est pas parce que entre guillemets on va dire il est obèse à la dernière étape. Il est obèse parce que ses parents étaient obèses. Ça ne peut pas s'expliquer comme ça. Il a acquis une certaine obésité, mais ça c'est à cause de son mode de vie, de son environnement, parce qu'il vit dans un pays, dans une famille, qui fait que
bon, ben, il va avoir une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée, et qui va l'amener à avoir ce surpoids. Donc, vous voyez que le poids, et à l'inverse, hein, j'aurais pu vous montrer une photo d'une personne atteinte de maigreur, et ce n'est pas une cause génétique. Un autre exemple, la musculature avec Arnold Schwarzenegger. Si Arnold Schwarzenegger est aussi musclé, c'est pas parce que son père était comme ça, ok? Et c'est pas parce que lui il est aussi musclé que son fils le sera autant. Vous voyez? Ça, c'est dû à l'environnement, donc à tous les exercices de musculation qu'il a pu faire durant sa vie. Donc, vous voyez, ce qui veut dire, si je reviens à cette notion de phénotype, dans le phénotype, c'est-à-dire les caractères observables chez un individu, eh bien, il y a un certain nombre de caractères qui sont héréditaires. Hein. Cette fille a des yeux pas comme sa maman, parce qu'elle appartient à l'espèce humaine, donc elle a des caractères spécifiques, avoir des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux, des bras, des jambes, ok. Mais en même temps, chacun, que ce soit la mère ou sa fille, présente des variations individuelles, ok, qui sont propres à chacun, à chaque individu, ok. Et ces variations individuelles, on va le voir, sont héréditaires, parce que cette fille, on voit pas son papa, mais elle a sûrement des caractères qu'elle a eu de son papa. Donc, il y a des caractères spécifiques et variations individuelles, et puis il y a des caractères non héréditaires, par exemple son poids ou sa couleur de peau. Pour l'instant, bon, on ressemble plutôt à sa maman, mais comme on vient de le voir, qui peuvent être des caractères non héréditaires et qui vont dépendre de notre environnement, de notre milieu de vie. Alors, on continue. Maintenant, ce qu'on va chercher à expliquer, c'est comment sont contrôlés les caractères héréditaires. C'est ça qui, elle est là l'intrigue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette maman a transmis à sa fille, vous avez vu, donc la même couleur de peau, des cheveux, déjà donc toutes les variations individuelles, mais aussi tous les caractères spécifiques qui font que sa fille qui est née est un humain et non pas un poisson ou une fourmi ou une mouche. D'accord? Ça, on va essayer de l'expliquer. Je vais reprendre la bonne diapo. Voilà. Par exemple, vous avez un lapin ici et vous avez un humain. Eh bien, l'origine de chacun de ces êtres, c'est une seule cellule, ce qu'on appelle la fameuse cellule œuf. Pourquoi? Parce que, ça c'est un petit rappel de quatrième, vous savez que notre corps, d'abord, si on prend nous l'organisme, et aux différentes échelles, est composé de plusieurs systèmes ou appareils. Par exemple, il y a, vous savez, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, l'appareil locomoteur, etc. Donc en fait, des morceaux de notre corps constituent des systèmes ou des appareils. À l'intérieur d'un appareil ou d'un système, on y trouve des organes. Ok, donc à l'intérieur de l'appareil respiratoire, on va y trouver les bronches. À l'intérieur d'un organe, on va y trouver des tissus. Donc, ok, qui participent, donc un ensemble en fait de cellules qui vont participer à la même fonction. Donc du coup, c'est pour ça qu'un tissu est fait de cellules. Donc on va pas aller à l'échelle des molécules, on va s'arrêter à l'échelle cellulaire. Donc en gros, ça veut dire que tous les tissus, organes, systèmes qui composent notre organisme, sont faits de cellules. Donc notre corps, c'est des milliers de milliards de cellules. Et toutes ces cellules qui nous composent, ces milliers de milliards de cellules, à la base, elles viennent toutes d'une première cellule, donc la fameuse cellule œuf ou zygote. Donc là, on a la cellule œuf qui a donné un lapin, ça c'est la cellule œuf qui va donner un humain. Mais si on regarde les phénotypes, maintenant que vous savez ce que ça signifie, ce lapin présente des phénotypes, dans son phénotype présente des caractères spécifiques. Ok, quand vous le décrivez, vous pouvez voir ses oreilles, son museau, la forme de ses yeux, de son corps, son pelage, etc. Il a des caractères spécifiques communs à tous les lapins de son espèce. Et il a aussi des variations individuelles, il faudrait plusieurs lapins, on l'a vu tout à l'heure, des bruns, des blancs, des noirs, etc. Eh bien, quand on regarde la cellule œuf, donc la toute première cellule qui est à l'origine de ce lapin, elle n'a pas de phénotype. Ok, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble à rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre. Vous voyez bien, elle n'a pas de pelage, elle n'a pas de yeux, elle n'a pas d'oreilles, etc. La même chose pour ce bébé. Il a les caractères spécifiques d'un humain. On y reconnaît ses des yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, ses bras, ses jambes, ça uniquement des poils au niveau donc de sa tête, ses cheveux, etc. Donc il a des caractères spécifiques, il a des variations individuelles qui les différencient des autres humains.
Mais quand on regarde la première cellule qui est à l'origine de ce bébé, eh bien, elle ne possède rien en termes de phénotype, caractéristique. Limite, si on avait une éprouvette, un tube à essai, eh bien, on ferait pas la différence entre les deux cellules œufs, et puis on pourrait se tromper. Ok, tellement, quand on les observe, il n'y a rien qui les différencie. Alors, si on révise des notions de quatrième, vous savez que cette première cellule œuf, celle qui sera à l'origine donc de l'individu, par exemple chez nous les humains, elle est issue de la fécondation. Okay, vous vous souvenez donc la rencontre de deux cellules reproductrices. Et cette cellule, maintenant, elle va se diviser, ou se multiplier, c'est pareil, pour donner un individu. On rappelle la structure d'une cellule. Tout autour, on appelle ça la membrane plasmique. À l'intérieur, ça s'appelle le cytoplasme. Et enfin, au centre, ça s'appelle le noyau. Depuis la 6e, normalement, vous connaissez la structure d'une cellule. Donc, pour essayer de comprendre ce qui peut contrôler notre phénotype, eh bien, il y a une espèce donc d'analogie que je vous propose pour comprendre. Je vais prendre des DVD. Vous voyez ici, il y a plusieurs DVD. Quand on les regarde comme ça, je suis incapable de vous dire ce que contient chacun de ces DVD. Ok, de quel est le film, etc. Si j'avais ça à la maison, je suis incapable de dire dans tel DVD il y a tel et tel film. Par contre, quand on va les mettre dans le lecteur DVD, ben, il y en a un, ben, ça va être Maléfique, l'autre Star Wars et l'autre Les Indestructibles. Ok, ça veut donc dire qu'en fait, en apparence, on dirait que c'est les mêmes quand on les regarde comme ça. Mais en réalité, ils contiennent une information. Après, on va pas rentrer dans l'informatique. Hein. Il y a un système de codage, de code informatique, qui est inscrit sur le DVD, qui fait que lorsque ce DVD est lu dans le lecteur, au final, ça vous donne ces films différents. Donc en gros, pour faire l'analogie, le DVD c'est l'équivalent donc d'une cellule œuf, vous voyez, et que quand on regarde, comme on l'a vu tout à l'heure, les cellules œufs se ressemblent toutes. Vous prenez une cellule œuf de fourmi, de baleine, d'humain, de mouche, c'est les mêmes, hein, quand vous les regardez, comme les DVD. Mais quand cette cellule œuf va s'exprimer, on verra comment, eh bien ça va donner un lapin d'un côté, un humain de l'autre, ou une baleine de l'autre. Et bien c'est un peu la même chose. Ces DVD, en s'exprimant, ne donnent pas, vous voyez, le même film, les mêmes images, les mêmes paroles dans le lecteur DVD. Donc le terme qui a été inventé, c'est ce qu'on appelle le génotype. Donc c'est pas un programme informatique qui existerait dans nos cellules, mais un programme génétique. On parle d'information génétique. Génétique, ça vient de génération. Donc une information qui se transmettrait, vous voyez, de génération en génération. Une information qui passerait donc des parents aux enfants et qui expliquerait que les enfants, eh bien, portent et dans leur phénotype, expriment dans leur phénotype les caractères spécifiques et en même temps des variations individuelles. Ok ? Et c'est donc ce génotype qui contrôle nos caractères héréditaires. En 1996, une expérience impressionnante avait été réalisée. J'ai fait exprès d'en mettre qu'une partie de cette expérience. C'est la fameuse brebis Dolly. Alors, Dolly, je l'arrange, voilà. Donc, Dolly, c'est cette brebis chez qui on a prélevé donc des cellules mammaires. Donc, les cellules de glandes mammaires, c'est au niveau desquelles le lait est produit. Donc, vous voyez ces cellules, maintenant que vous connaissez, enfin, on a révisé, hein, vous voyez en jaune le noyau, ont été mises en culture. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est que ces cellules, eh bien, se sont divisées. Vous voyez, c'était une toute première cellule divisée en deux. À partir de 2 cellules, c'était un embryon. Et puis, ça a continué de se diviser. Et puis, cet embryon a été transféré dans une mère porteuse. Donc, vous voyez que la première brebis donc était jaune. C'est symbolique, hein, bien sûr. Et elle a été transférée dans une brebis, entre guillemets, verte. C'est juste pour différencier. On appelle une mère porteuse. Et au bout de plusieurs semaines de gestation, enfin de grossesse si vous voulez, cette brebis amiba a donné naissance à Dolly en 1996, et Dolly présente exactement le même phénotype que la brebis chez qui on avait prélevé les cellules mammaires. Donc de là est venue cette idée
qu'il doit exister à l'intérieur de cette cellule. Donc on ne sait pas trop, on va le voir nous. Est-ce que c'est dans la membrane, dans le noyau, dans le cytoplasme? C'est là que doit se trouver le génotype, donc cette information génétique qui est capable, de contrôler, de faire exprimer le phénotype. C'est-à-dire juste avec une seule cellule, on a reproduit une brebis à l'identique, on a fait du clonage. Alors pour cela, pour découvrir où se localiser ce fameux programme, cette information génétique, ce génotype, des expériences donc ont été réalisées. Je vais vous les présenter ici. Donc un lapin brun, donc là on va s'intéresser au phénotype du pelage. Donc un lapin brun et un lapin blanc. Chez le lapin brun, on a donc prélevé une cellule chez qui on a retiré le noyau. Du coup, il ne reste plus que membrane et cytoplasme. Chez le lapin blanc, on a fait l'inverse, on a gardé que le noyau et on a jeté, on s'est débarrassé du cytoplasme et de la membrane. Et ensuite, on a pris le noyau du lapin blanc et on l'a introduit dans le reste donc de la cellule du lapin brun. Ça fait qu'on a créé une espèce de cellule particulière qui avait un noyau issu du lapin blanc et un cytoplasme et une membrane issus du lapin brun. Ensuite, on l'a transféré à l'intérieur d'une femelle au pelage noir pour que comme ça, il n'y ait pas d'erreur. Et elle a donné naissance à un lapin blanc. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de cette expérience? Que si, on va le faire à l'envers, si ce génotype, il était localisé dans la membrane, eh bien le lapin serait brun. Oui, puisque la membrane vient du lapin brun. Si le génotype était dans le cytoplasme, la même chose. Le lapin serait brun. Par contre, si le génotype est dans le noyau, le lapin sera blanc. Et c'est exactement le cas. Donc grâce à cette expérience, on a prouvé que le génotype, donc l'information génétique, était localisée dans le noyau. Ok? Et ensuite, je vous fais juste un début, parce que ce sera le prochain cours. Eh bien, quand on zoome sur une cellule, qu'est-ce qu'on découvre? On retrouve la membrane, le cytoplasme, le noyau, et là, à l'intérieur du noyau, les fameux chromosomes, des molécules très importantes qu'on développera dans la deuxième partie de ce cours. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exercices à réaliser sur notre ENT, et ainsi que des expériences virtuelles. Je vous en montre un exemple. C'est vous qui allez manipuler pour valider cette découverte que le génotype, donc l'information génétique, elle est bien localisée dans le noyau. Donc je vous montre la procédure. Vous avez des vaches brunes, on va dire blanches, là, tachetées, et c'est vous qui allez procéder. Donc par exemple, si je veux tester l'hypothèse, est-ce que le génotype il est dans la membrane, je vais prendre une membrane brune, de vache brune, et puis cytoplasme, c'est vous qui le prenez, de vache blanche, noyau de vache blanche, on transfère, vous cliquez sur la vache, il va y avoir une période de gestation, de grossesse, et quand elle met bas, vous voyez que la vache, elle est tachetée. Donc du coup, l'hypothèse qui voulait que le génotype était peut-être dans la membrane est invalidée. Ok, on continue. Si vous voulez vérifier l'hypothèse si le génotype est dans le cytoplasme, vous prenez un cytoplasme de vache brune, vous prenez une membrane plasmique de vache tachetée, ok, le noyau de vache tachetée, vous transférez, faut bien les disposer, voilà, vous transférez dans la vache blanche, on attend la gestation puis la naissance, et vous voyez, encore une fois, c'est la vache tachetée, c'est un veau tacheté qui est né. Donc ça encore invalide l'hypothèse que le génotype serait dans le cytoplasme. Et puis la dernière hypothèse, que le génotype il est dans le noyau, donc on prend membrane et cytoplasme de vache brune, noyau de vache tachetée, on transfère, on regarde le veau qui va naître, et vous voyez qu'il est tacheté. D'accord? Donc je vous ai mis un certain nombre de questions par rapport à ce type de logiciel, ce qui va vous permettre comme ça donc de vous vérifier et valider si vous avez compris la leçon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.